première bande dessinée avec laquelle vous avez remporté le prix de la BD Fnac France Inter, le prix Artemisia également. Alors on va longuement parler de cette bande dessinée, il y a énormément à dire, mais j'aimerais avant cela évoquer votre rapport à la bande dessinée, peut-être en tant que jeune lectrice, ou en tout cas savoir un petit peu dans quel univers littéraire vous avez ou pas grandi, quelles sont les autrices et les auteurs qui vous ont peut-être marqué quand vous étiez plus jeune, et à quel moment est-ce que vous vous êtes dit que cette écriture, cette narration, la bande dessinée, était une façon dont vous auriez vous aussi envie de raconter des histoires? Comme beaucoup de gens, je pense que j'ai commencé avec les bandes dessinées de papa-maman. Et c'est des références que je cite même en fait au sein même de la bande dessinée Perpendiculaire au soleil. Mais il y a eu François Bourgeon, il y a eu Comès avec le fameux Silence que je cite dans la bande dessinée. Et puis après, quand j'ai commencé à faire mes propres recherches et mes propres lectures, je me suis mis à lire du comics américain, les Alan Moore. Et puis il y a eu aussi la découverte de bandes dessinées faites par des femmes notamment les bandes dessinées de Zeina Abirached, Marjane Satrapi, et puis plus récemment Émile Ferris, qui a été une espèce d'énorme choc. Pour ce qui est du moment où je me suis rendu compte que je faisais de la BD, c'est un petit peu tombé par hasard, dans le sens où je me suis jamais destinée à la bande dessinée. Je ne sais pas si je me destine tellement non plus à l'avenir à la bande dessinée. C'est juste que j'ai fait des images séquentielles avec du texte. Oui, parce qu'on vous voit dans ce livre, on vous voit vous représenter à 19 ans, et on voit qu'il y a déjà plein de dessins au mur derrière vous. À 19 Quand vous racontez que vous avez commencé à écrire à Reynaldo, oui. Et on voit des images derrière vous. Donc vous dessiniez déjà beaucoup à ce moment-là. À partir de quand? Est-ce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui disent qu'ils dessinent aujourd'hui parce qu'en réalité, ils n'ont jamais arrêté, alors que toutes les autres personnes qui dessinent plus jeunes s'arrêtent à un moment donné? Est-ce que c'est votre cas aussi? Oui. Quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que c'était par le dessin, à défaut de dire de la bande dessinée, par le dessin, que vous alliez pouvoir exprimer des choses? Ça en effet, pour le coup, depuis toute petite. Mais je me dirigeais pas tant vers la BD que vers l'illustration jeunesse, ce qui est d'ailleurs quelque chose que je souhaite faire plus tard. Mais dès que j'étais bébé et que j'ai pu tenir un crayon, mes parents se sont rendus compte que j'étais calme et que je leur fichais la paix pendant un moment. Et donc, à partir de là, ça s'est jamais arrêté. On parle je vous demandais quelle lectrice de bande dessinée vous étiez, de manière un tout petit peu plus générale. Quelles sont les œuvres qui vous ont marqué dans l'enfance ou à l'adolescence? On peut retrouver sur le site de la BPI, Valise, dans la bulle de Valentine Cuny-Le Calais. Et vous citez notamment Lolita de Nabokov que vous avez lu à 12 ans. Quelles sont les œuvres comme ça qui ont été marquantes pour vous et qui, vous dites, ont imprimé quelque chose dans votre imaginaire qui se retrouve d'une façon ou d'une autre aujourd'hui dans ce que vous créez? C'est un peu délicat comme question parce que je pense que pour tout le monde, c'est un panthéon d'œuvres. Je ne sais plus exactement lesquelles j'ai citées dans l'interview pour le magazine de la BPI. Il me semble qu'il y avait Silence de Comès, Lolita de Nabokov, que j'ai en effet lu à l'âge de l'héroïne, à l'âge de Dolores Haze. Ensuite, il y avait Kat Kollwitz, qui est donc pour moi la plus grande dessinatrice de l'histoire de l'art et qui est absolument fantastique sur tous les plans. J'avais cité le Rocky Horror Picture Show aussi, puisque je crois que la bande-son de ce film a accompagné aussi la création de pas mal de planches de la bande dessinée, y compris des planches difficiles que je contrebalançais avec, en écoutant des choses beaucoup plus légères et foutraques. Je ne sais plus lesquels j'avais cité. Visitez le site de la BPI. Exactement, c'est un teasing. Je le disais, vous vous représentez dans ce livre et je le disais, vous avez 19 ans quand vous avez débuté votre correspondance avec Reynaldo, le plus jeune condamné à mort, le plus jeune condamné dans le couloir de la mort aux États-Unis, pardon. Qu'est-ce qui, en 2016, vous pousse à participer au programme de correspondance qui justement va vous mettre en relation avec Reynaldo?
Ça vient d'un contexte plus large. En fait, depuis l'enfance, la question de l'incarcération et de la peine de mort, c'est des sujets qui me troublent beaucoup. Un ami de ma famille est l'écrivain Nano Rousseau, qui a fait à peu près, il me semble, 10 ans de prison pour braquage à main armée. Et quand j'étais petite, en fait, il nous racontait à moi et à mon frère des histoires de prison. Mais il nous les racontait sous une forme adaptée à notre âge. Il nous racontait des histoires de prison qui étaient presque mignonnes, entre guillemets. Et au fur et à mesure qu'on grandissait, les histoires mignonnes devenaient de plus en plus violentes. Et c'est par ce biais, ce truchement-là, que j'ai découvert ce que c'était potentiellement que la prison. Ensuite, la question de la peine de mort, c'est venu plus à travers la découverte de certaines images, des images fixes et des images en mouvement pour certaines, avec des films. Mais en particulier une image que je cite dans la bande dessinée qui est celle de l'exécution de Ruth Snyder, une femme qui dans les années 20 a été exécutée sur la chaise électrique. Et la photographie de son exécution a été une photo volée par un journaliste qui s'appelait Tom Howard et qui s'était arrangé pour cacher un appareil photo caché au niveau de sa cheville. Et il s'est mis au premier rang de l'exécution. Il a pris en photo cette femme au moment où la première décharge traversait son corps. Et le lendemain, la photo faisait la une de son magazine, le New York Daily News. Ça a été, j'étais très petite et ça a été la première photo d'une mort réelle que je voyais. Et c'était une photo d'exécution capitale aux États-Unis. Par la suite, j'ai grandi et à la suite, disons, des attentats en 2015, j'ai été particulièrement choquée par les réactions politiques autour de la punition et de la peine de mort. Et c'est pour ça que j'ai voulu m'engager dans une association qui défendait, entre autres, les droits humains en prison, mais aussi les droits des journalistes qui sont incarcérés pour des raisons politiques ou des choses comme ça. Et cette association, c'est l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Je suis pas chrétienne, mais j'avais envie de m'engager du côté de gens qui ont la foi, et je ne partage pas leur foi, mais je partage leurs valeurs, sachant que l'ACAT lutte sans discrimination et surtout sans évangéliser, ce qui était une condition pour moi sine qua non pour m'engager. Et j'ai intégré leur programme de correspondance, en effet, qui est un programme avec des condamnés à mort américains, et où on ne choisit pas son détenu, et le détenu ne nous choisit pas, ce qui était aussi pour moi une condition sine qua non pour l'engagement. Vous ne choisissez pas, il ne choisit pas, et lorsque vous lui écrivez pour la première fois, lui il a 28 ans, et vous choisissez de ne pas regarder de quoi il est accusé, parce que vous vous dites, lui ne connaît rien de moi, et j'ai envie que cette correspondance commence à armes égales, quelque part. C'est important aussi pour vous, dans un premier temps, de se dire justement, je commence une correspondance, et je veux qu'on apprenne à se découvrir en s'écrivant. Voilà, exactement. Je me suis dit, lui n'a pas la possibilité de taper mon nom sur Google, donc il n'y a pas de raison que je le fasse, moi non plus. Et par la suite, je lui ai exposé ça, je lui ai expliqué pourquoi je n'étais pas allée voir les raisons de sa condamnation. Et il m'a dit qu'il trouvait ça très bien, mais que il n'y avait pas de problème pour que je regarde et que je me tienne au courant. Lui se dit innocent, mais il souhaitait que je sois au courant des raisons de sa condamnation. Et de même que dans le livre, il était d'accord pour que ce soit quelque chose d'exposé au lecteur et pas quelque chose qu'on mette sous le tapis. Reynaldo a été condamné à mort, arrêté à 18 ans et condamné à mort à 20 ans pour le meurtre d'une femme retraitée lors du braquage de son domicile, une femme qui s'appelait Diana Miller et qui a été attaquée chez elle. Elle et son mari, James Miller, ont reçu une balle à l'arrière de la tête, mais comme il s'agissait d'un petit calibre, James Miller a survécu, mais Diana est morte. Vous le rencontrez physiquement, vous le racontez en 2017. Est-ce que c'est l'évidence de cette rencontre accompagnée de cette correspondance, justement, mais est-ce que c'est l'évidence de cette rencontre qui vous a fait vous dire qu'il fallait justement garder vraiment trace de tout cela et partager ces échanges? Avant cette bande dessinée, il y a eu un livre publié chez Stock, Le Monde dans 5 mètres carrés. À partir de quel moment est-ce que vous vous êtes dit, il faut conserver vraiment tout ça et il faut que ça peut apporter des choses aux gens de partager cette réalité? Et le faire sortir, ouais. Pour remettre en contexte, en 2017, je venais d'avoir 21 ans quand j'ai pu aller voir Reynaldo. J'étais toute seule aux États-Unis parce que j'avais obtenu une bourse d'études qui me permettait de faire pour $0 une scolarité qui aurait dû me coûter $25,000. Et donc j'ai voyagé toute seule en Floride. J'étais logée chez
chez une vieille dame suisse qui était à l'époque mariée avec un des co-détenus de Reynaldo, et j'ai pu rendre visite à Reynaldo 3 jours d'affilée. J'ai passé donc tous les contrôles qui mènent à la prison, toutes les barrières, et certains contrôles assez humiliants pour être honnête. Et ça a été un assez gros choc. Et en même temps, j'ai très bien conscience que l'endroit auquel j'ai eu accès dans cette prison, c'est la salle de visite. C'est un lieu très privilégié de la prison. C'est un lieu de fête, en fait, pour les détenus et pour les visiteurs. Donc, dans un sens, même si j'ai été au cœur de cette prison, je ne suis jamais allée en prison. Et une phrase que je répète souvent, elle n'est pas de moi, elle est de Philippe Claudel, qui a enseigné pendant des années en prison. C'est qu'on n'a pas été en prison tant qu'on n'y a pas passé une nuit. Et donc je prétendrai jamais avoir une expérience de ça. Mais malgré tout, ça a été une espèce de choc. Et la rencontre avec Reynaldo dans tout ce qu'elle avait d'intéressant et de super était aussi un événement assez violent. Dans le fait de pouvoir voir ces hommes, voir les gens qui leur rendaient visite, voir la manière dont les corps s'abîment en prison aussi. Et donc chaque jour, quand je sortais de la salle de visite, je prenais des notes de tout ce dont je pouvais me souvenir. Et à la fin, face à cette pile de notes, je me suis dit qu'il y avait peut-être une base de quelque chose qui servirait non pas seulement à mes propres archives, mais à créer une histoire à partager en dehors. Et vous l'écrivez, quand il me parle, il a la même voix que dans ses lettres. C'est très beau cette phrase, d'un seul coup de se dire « je l'entendais parler déjà ». C'est un truc aussi que les gens ont avec certains personnages de fiction adaptés à l'écran, mais j'ai eu ça avec Reynaldo en le rencontrant en face à face, de me dire qu'il avait la même voix que ses lettres. Vous parlez des corps et on va parler évidemment de la façon dont vous avez représenté notamment Reynaldo dans ce livre. Mais il y a aussi quelque chose de très présent et d'extrêmement puissant dans ce livre, c'est comment est-ce qu'on rencontre de l'invisible, comment est-ce que on rend compte de sensations, et tout ça, ça passe par une inventivité graphique assez folle. Comment est-ce que vous avez appréhendé le dessin, commencer à dessiner, à vous dessiner, à le dessiner avec tout ce que ça implique comme difficulté, vous le racontez dans le livre. C'est ça aussi qui est fascinant, c'est que vous nous racontez tous vos doutes, toutes vos hésitations, et comment est-ce qu'on trouve la juste représentation. Comment est-ce que vous avez appréhendé le moment de passer au dessin ? Je ne sais pas si j'ai trouvé la juste représentation. Je pense que si je rouvrais un petit peu trop la BD, même aujourd'hui, il y a des choses que je voudrais changer. J'essaye de pas trop le faire parce que je me dis que cette bande dessinée, dans un sens, c'est une photographie sur 430 pages de certains choix et d'un certain état d'esprit. Et je vais évoluer, c'est normal. Et si ça se trouve, je trouverais qu'il y a des grosses erreurs dans cette bande dessinée. Mais à la rigueur, c'est pas grave, et il faut pas vouloir réactualiser ça tout le temps. C'est un instantané, dans un sens, un instantané sur 2 ans et demi et 430 pages de ces choix-là. Déjà, une chose, c'est qu'on savait qu'on n'allait pas se mettre de limites sur les techniques envisagées avec Reynaldo. Je savais que lui, il pouvait créer des images avec ses matériaux limités, mais qu'il fallait pas choisir un seul instrument. Et moi, pareil, je me suis pas mis de limite. À partir du moment où notre correspondance était fondée et est toujours d'ailleurs fondée sur une grande variété de documents, eh bien, on s'est dit qu'il fallait que ce soit retranscrit aussi dans la bande dessinée avec des choix différents. De même que les modes de narration. Parce qu'après tout, voilà, on a cette relation par lettre, par un système d'email aussi, un système d'email payant. On s'est rencontrés en face à face. Bref, il y a eu plein de modes de communication. Donc, globalement, dans la bande dessinée, du côté en tout cas de mes planches, il y a 2 techniques utilisées qui viennent se contrebalancer. Des planches au crayon gras, qui sont soit ce qui représente le déroulé de l'action, ou alors la reproduction très très précise d'images d'archives. Et à ça vient s'ajouter à peu près l'autre moitié des planches de la gravure en taille d'épargne, donc gravure sur bois ou sur lino. Et la gravure en taille d'épargne vient dans les moments où la narration bascule vers le rêve, l'imaginaire, et aussi les moments où j'illustre des souvenirs que Reynaldo m'a confiés. Parce que même s'il s'agit de souvenirs et d'événements qu'il me raconte a priori comme ils se sont déroulés, à partir du moment où c'est moi qui les illustre, je voulais marquer aussi cette distance-là dans le fait que je m'empare ou qu'il me confie ses souvenirs. Oui, parce qu'il y a l'idée faut
pas le trahir, et en même temps, vous n'êtes pas Reynaldo dans la représentation des souvenirs. Donc c'était avoir cette distance tout en étant totalement impliqué. Voilà, ça permet de gérer les deux. Je disais qu'il y a beaucoup de questions qui se posent et vous en partagez certaines avec nous dans le livre. Et j'aimerais juste revenir justement sur le moment où il a fallu commencer à dessiner Reynaldo. Ouais. Vous avez quelques photos que vous avez pu prendre justement dans cette fameuse salle en détention. Il y a aussi un moment quand vous lui dites que vous ne savez pas, que vous avez du mal à le dessiner, il demande à des proches de le décrire. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce que finalement vous avez réussi à cet instant T à représenter Reynaldo et à vous défaire de vos doutes? Je pense que je me suis toujours pas défait de mes doutes, mais une chose est sûre, c'est que j'ai rassemblé tout le matériau que j'avais du visage de Reynaldo, et en fait, ce ne sont que des images qui ont été prises dans un contexte judiciaire ou carcéral. Reynaldo ne possède aucune photo de lui enfant. Elles ont toutes brûlé lors d'un incendie dans la maison de sa mère. Donc il n'a d'image de lui que dans ce contexte judiciaire ou carcéral, c'est-à-dire essentiellement des photos d'identité judiciaire, c'est-à-dire des photographies anthropométriques, ce que les Américains appellent la mugshot, et de l'autre côté des photos prises en salle de visite, donc comme je vous disais, un jour particulier, un jour de fête, où il est particulièrement radieux. Mais en gros, entre une photographie très brutale qui fait des têtes patibulaires et une photographie d'un jour de fête radieux, et il y avait tout un entre-deux avec toutes les nuances qui allaient avec, que j'allais devoir reconstruire. Sachant que j'avais pas entre mes mains un personnage de fiction, mais une vraie personne. Et une vraie personne qui se trouve être un homme afro-américain incarcéré dans le couloir de la mort. Donc ça fait pas mal de choses à gérer et à essayer de traiter de manière juste, d'autant plus quand on a une relation personnelle, d'amitié avec la personne. Et en effet, je lui ai demandé de son aide, de ses conseils sur ce plan-là, et sa première réaction a été de demander à des co-détenus de le décrire, et en particulier de le décrire dans les moments où il joue au basketball, parce que il avait aussi il a toujours ce rapport-là au sport et au fait d'avoir le corps en action, etc. Mais c'était assez intéressant comme réaction, alors que je pensais qu'il allait me délivrer quelque chose de plus intime, me dire je me suis regardée dans la cellule ou des trucs comme ça. Et c'est aussi ces surprises-là que je voulais intégrer dans la bande dessinée, dans ces étapes de création, puisque la bande dessinée raconte notre amitié, raconte les visites en prison, raconte le contexte de l'histoire de la peine de mort aux États-Unis, mais c'est une bande dessinée qui se raconte aussi en train de se faire, en intégrant toutes les difficultés que la prison nous a posées, ou simplement que nos questionnements artistiques et graphiques nous ont posés. Autre questionnement artistique et graphique, vous le disiez, vous représentez un homme afro-américain, et vous vous dites comment évacuer, vous racontez ça beaucoup mieux que les mots que je vais employer là pour le décrire, mais comment évacuer des stéréotypes qui seraient intégrés dans la représentation, et vous vous dites il faut que je les reproduise pour justement beaucoup mieux m'en séparer, m'en éloigner. Il y a à la fois ces échanges-là, mais aussi beaucoup de questionnements qui vous sont propres, et vous vous interrogez beaucoup, et c'est ça encore une fois qui est fascinant à suivre sur la question des représentations et de comment est-ce qu'on représente certaines choses, parce que on a tellement l'habitude de voir les choses représentées ainsi que on a intégré des représentations qui en réalité, si on s'interroge réellement, seraient différentes. Ça a été aussi un moment important dans la façon de représenter Reynaldo. Oui, ma théorie, qui n'est d'ailleurs pas que la mienne, c'est qu'on connaît mieux ce qu'on a dessiné. Donc je me suis plongée notamment dans l'imagerie raciste européenne et américaine, et j'en ai reproduit beaucoup. Et le but, c'était de faire la part des choses entre des images qui sont très consciemment et volontairement racistes, insultantes, et celles qui sont tout aussi racistes, mais racistes de manière inconsciente, et d'essayer d'explorer tout ce panel-là. Je sais pas si j'ai réussi à les évacuer, je sais même pas si c'est possible, mais en tout cas d'essayer de les reproduire pour mieux les comprendre. Ça a été une étape. Et après, c'est pas le seul questionnement qui nous a traversé dans cette BD, parce qu'il y a aussi la question de la représentation des corps en souffrance, par exemple, la question de la violence contre les corps, et on voulait pas évacuer ça en disant simplement on
on va mettre un carré noir en disant que c'est le carré symbolique de la violence ou je sais pas quoi. On a dit qu'on allait se plonger dans ces images et donc aussi après derrière devoir assumer les choix qu'on avait faits. Ça a donné lieu à beaucoup de discussions avec Reynaldo, lui étant d'ailleurs souvent du parti d'en montrer plus que ce que moi j'étais prête à montrer. Mais oui, ça c'est du détail, mais c'était parfois des discussions assez intenses là-dessus. Et précisément, puisque vous évoquez tout à l'heure les techniques que vous avez employées, que vous nous racontez la façon dont vous avez échangé à chaque étape avec Reynaldo, comment est-ce que lui a pris votre désir de raconter ça? Donc évidemment, il a eu envie de le faire avec vous. Et comment est-ce que vous avez justement réussi à lui faire passer ces images, pas toutes les images du tout. Comment est-ce que vous avez pu recueillir les siennes? Pas toutes du tout. Voilà, comment est-ce que très concrètement s'est passée l'écriture commune de ce livre? Clairement, la prison a été absolument insupportable et affreuse. Pour résumer, la prison a peur des images. Je pense que c'est assez clair. On pourrait même dire que la prison est terrifiée des images. Et la prison, c'est le lieu par excellence du contrôle des images qui entrent et des images qui sortent. Et pour donner un exemple un peu extrême, mais qui est parlant, je pense, la prison interdit l'envoi d'images de nudité, même de nudité non pornographique, en son sein. En revanche, elle accepte sans problème des récits pornographique extrême, parce qu'il y a un traitement extrêmement différent du contenu texte et du contenu image. Toujours est-il qu'au fur et à mesure que je réalisais des planches de la bande dessinée, je les envoyais à Reynaldo, des photocopies, et la plupart d'entre elles m'ont été renvoyées pour des raisons diverses et variées, mais toutes extrêmement hypocrites. Notamment, mes images ont été renvoyées sous le prétexte qu'elles pouvaient servir de modèle à des tatouages. Alors que potentiellement n'importe quelle image avec un peu d'imagination peut servir de modèle à un tatouage. D'autres ont été taxés de racistes, sachant qu'on vient d'en parler, il y a des images racistes dans cette bande dessinée. Mais c'est pas celle que j'envoyais à Reynaldo parce que j'avais quand même un minimum conscience et des limites de ce que je pouvais envoyer ou non. Les images qui ont été taxées de racistes par la prison, ce sont des images notamment qui reproduisent des images d'archives tirées de l'époque des droits civiques, parce que la prison ne supporte pas toute référence à un mouvement de libération de groupes non blancs. Et du coup, c'était taxé de raciste alors qu'il s'agit d'images des années 60, des images d'archives. C'est assez difficilement compréhensible, mais c'était comme ça. Et aussi d'autres images qui ont été caractérisées comme étant des menaces à la sécurité, ce que je prends comme un compliment personnellement en tant qu'illustratrice. Mais la prison nous a mis d'énormes bâtons dans les roues de ce point de vue-là. Des envois de Reynaldo ont été perdus, entre gros guillemets. Et au final, avant de m'envoyer les images, il les prenait en photo pour me les envoyer de manière électronique, puisque en prison, il y a un système donc de mail payant qui est disponible sur ce qu'ils appellent des kiosques, qui sont en fait des espèces de petits ordinateurs collés au mur d'une salle commune à laquelle ils ont accès parfois. Et donc Reynaldo prenait des photos, malheureusement donc de très mauvaise qualité, en tenant son dessin devant sa tête, ce qui fait que j'ai reçu des images très curieuses, donc vraiment de très mauvaise qualité, pixelisées et tout, et où Reynaldo, on voit un bout de ses mains, un bout de son visage et le dessin devant. Et pour certains, ce sont des dessins que je n'ai jamais reçus. Mais paradoxalement, l'image très abîmée que j'ai reçue électroniquement en dit peut-être plus encore que si j'avais reçu le dessin que j'aurais pu scanner haute qualité, etc. et intégrer au livre. Donc là encore, en voulant nous mettre des bâtons dans les roues, la prison s'est révélée encore plus et nous a donné du grain à moudre en fait, et de la matière. Peut-être juste une parenthèse pour évoquer ces communications numériques avec donc pour le bon fonctionnement de la bibliothèque. JPay. T'as déposé ensuite sur un chariot. Merci. On y pensera. JPay. JPay, où les détenus ne s'appellent pas détenus, mais on écrit à lettre aimée. Voilà, et ce système qui paraît complètement fou. Oui, mais non. Alors, donc aux États-Unis, vous avez sans doute entendu parler des systèmes de prisons privées. Les prisons privées sont minoritaires aux États-Unis. La plupart des prisons sont publiques, mais sont gangrénées par des entreprises privées. Ce qui est également le cas en France depuis les années 80, où on a ouvert la porte aux parcs
partenariat public-privé, mais restons concentrés sur les États-Unis. Les communications en prison et les envois d'argent sont quasiment intégralement gérés par une entreprise privée qui s'appelle JPay et qui a réussi à se créer en fait un monopole, vraiment. Il y a plusieurs entreprises mais qui appartiennent au même groupe, JPay et Securus, et ces entreprises donc taxent de manière extrême les envois d'argent dans les comptes détenus et également taxent donc les mails et les images. Chaque envoi coûte le prix de ce qu'ils appellent un timbre électronique il y a une limite de caractères dans les mails, il faut rajouter un timbre à chaque fois qu'on veut mettre une image, c'est très insupportable. Et surtout, tout ça, il faut savoir que les condamnés à mort aux États-Unis, en tout cas en Floride, ne peuvent pas travailler. Ils n'ont pas le droit de gagner de l'argent, de subvenir à leurs besoins. Donc ils dépendent intégralement de leurs proches et de leur famille, et ces entreprises privées-là se font leur beurre, du coup, sur des gens innocents, a priori. Mais ça, la population s'en fiche généralement. Et puis les détenus ont droit à une tablette aussi. Ils ont le droit de l'acheter. Ils ont le droit de l'acheter. Et où ça remplace même la Bible, c'est-à-dire que d'un seul coup, il n'y a plus de Bible papier, c'est-à-dire que c'est dans la tablette. Alors, ça dépend des États. Securus et JPay dont je vous parle ont des réglementations et des tarifs différents selon les États. Et notamment dans un État, ils ont offert des tablettes aux détenus. Mais en contrepartie, les détenus devaient abandonner un certain nombre de leurs livres, et notamment leur Bible. Et ça a été un truc assez dur, parce que la plupart des détenus avaient leur Bible annotée, avec des éléments à l'intérieur. Et soudainement, du jour au lendemain, ça a été confisqué pour une version électronique où il y avait visiblement aussi des erreurs, et qui a été dénoncée par le chapelain de la prison, des prisons, etc. Enfin, ça a été assez lourd. Mais État par État, on se rend compte de toutes les mauvaises pratiques de cette entreprise. Ouais. Entre autres. On découvre cet univers-là à travers justement ce que vous nous racontez, les courriers de Reynaldo. Et il y a ces moments de fatigue, de grande fatigue, où on voit qu'il répète ce que vous lui écrivez uniquement, mais c'est important parce que même si lui ne raconte rien et qu'il paraphrase finalement ce que vous lui avez raconté, ça montre que le fait qu'il envoie malgré tout cette lettre, cette correspondance est importante pour lui, même quand il n'a pas l'énergie de raconter ce qu'il est en train de vivre. Ouais, exactement. Je pense que j'ai pas besoin d'être psychiatre pour pouvoir diagnostiquer à Reynaldo une dépression. La plupart des détenus du couloir de la mort finissent par souffrir de ce qu'on appelle le syndrome du couloir de la mort. C'est pas un terme médical, mais c'est un terme parapluie pour rassembler tout un tas de maladies psychologiques ou psychiatriques qui finissent par toucher les détenus du couloir de la mort. Ça va de la dépression à des psychoses, des pertes totales de lien avec la réalité. Parfois, Reynaldo est dans une phase, oui, en effet, de grosse dépression, où il répond à peine à mes lettres, c'est-à-dire qu'il répond en paraphrasant mes lettres. Au début, ça me touchait beaucoup, j'avais l'impression que j'avais fait quelque chose de pas bien, et je me remettais beaucoup en cause. Et au bout d'un moment, j'ai compris en effet que le simple fait qu'il réponde, même en paraphrasant, c'est sa manière de dire « continue, ne lâche rien ». Et j'ai compris que dans un monde où toutes les habitudes sont des habitudes qui contraignent et qui font du mal, il fallait créer une bonne habitude, il fallait que je sois une bonne habitude. On parlait du moment où vous vous êtes dit il faut consigner tout ça, où vous avez commencé à raconter, encore une fois d'abord dans un livre publié chez Stock, puis aujourd'hui avec cette bande dessinée Perpendiculaire au soleil. À quel moment est-ce que, puisqu'on parlait de la façon dont vous avez toujours dessiné, toujours eu envie de raconter par l'image, à quel moment est-ce que vous en avez parlé à un éditeur? À quel moment est-ce que vous vous êtes dit voilà, c'est maintenant qu'il faut partager tout ça? Je voulais pas aller voir trop tôt un éditeur, très honnêtement, parce que on n'a pas fait de chemin de fer pour cette bande dessinée, on n'a pas fait de scénario écrit avant de se mettre à dessiner. C'est quelque chose où j'avançais à tâtons, où scène par scène je composais cette histoire.
Et je me serais vraiment très très mal vue aller voir un éditeur en disant bonjour, j'ai un récit que je suis en train de faire en essayant d'inclure mon correspondant qui est condamné à mort et qui parfois me répond pas. Et, en fait, je sais pas quelle technique je vais utiliser. Pour l'instant, j'en ai 3-4 à peu près. Quelle taille, je sais pas. Je sais pas quelle taille ça fera non plus. Et quand est-ce que j'aurai fini, je ne sais pas. Du coup, j'ai attendu d'avoir un petit peu moins de 300 pages avant d'aller voir les éditions Delcourt. Et en fait, j'ai eu de la chance parce que pour la petite histoire, en 2e année d'études, j'avais fait un stage chez Delcourt où j'avais fait de la mise en page de communiqué de presse. Mais j'ai gardé des bons contacts avec des collègues de la section graphisme et c'est en allant voir un de ces collègues que j'ai demandé des conseils pour savoir à quel éditeur précisément chez Delcourt je pouvais m'adresser. Et il m'a très bien orienté puisque 2 jours après avoir contacté l'audit éditeur, c'était bon, c'était accepté. Et comment est-ce que vous avez discuté du projet, puisque vous le disiez, je suis arrivée avec près de 300 pages, c'était de se dire ce projet est tellement personnel, tellement à la fois dans ce qu'il raconte, mais aussi dans la manière de le travailler, que il faut accepter pour l'éditeur finalement d'avoir assez peu de prise dessus. C'est une chose sur laquelle vous êtes rapidement mis d'accord que voilà, le livre existait déjà et que finalement tout ce qu'il pourrait vous donner comme conseil, je ne sais pas s'il vous en a donné, mais en tout cas, ce serait forcément un petit peu à la marge. Je crois que ouais, c'est ça. En gros, je pense que mon éditeur Louis-Antoine Dujardin a vite compris que j'étais assez décidée de nature. Et donc, ce qu'il m'a donné, c'est des conseils plus pour l'ordre de certaines scènes, les déplacer pour que ce soit plus compréhensible, et aussi avoir ce regard extérieur dont j'avais besoin pour aussi avoir le bon niveau de pédagogie, le bon niveau de détail. Mais oui, enfin, c'était suffisamment avancé pour que le projet soit en mode vous l'acceptez ou vous l'acceptez pas, mais je vais pas recommencer. Donc, c'est ça que j'ai eu la chance d'être aussi avec un éditeur qui a été séduit par ce travail-là et parce que je lui mettais sous les yeux. Sur la couverture de ce livre, Perpendiculaire au soleil, on ne voit que votre nom, même si vous nous le racontez depuis tout à l'heure, vous l'avez vraiment écrit ensemble. C'est pour une bonne raison. Vous pouvez nous expliquer pourquoi son nom n'est pas sur la couverture, et peut-être, je le disais au tout début de cette rencontre, ce livre rencontre un grand succès. Il a été auréolé de plusieurs prix. Est-ce que vous avez pu le dire déjà à Reynaldo? Est-ce qu'il sait comment est-ce que ce livre est accueilli ici en France, et qu'est-ce qu'il dit de tout ça? Alors, il y a plusieurs choses. Aux États-Unis, comme en France, il y a une loi qui, à mon sens, part d'un très très bon principe. C'est que c'est une loi qui empêche un détenu condamné de profiter du récit de ses crimes. L'esprit de cette loi, c'était en effet d'empêcher certains criminels de faire des récits hyper détaillés qui mettraient en scène leurs victimes et qui, en effet, on comprend pourquoi on pourrait arrêter ça. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, cette loi est appliquée de manière beaucoup plus large. Elle est notamment appliquée parfois pour interdire la publication ou pour capter les bénéfices d'une œuvre à caractère autobiographique, même si elle n'est pas du tout centrée sur le crime commis, voire dans certains cas à interdire la publication ou capter les bénéfices d'une œuvre de fiction publiée par des détenus. Donc à cause de cette loi, on a évacué le problème et on a enlevé le nom de Reynaldo, et officiellement, il n'existe pas, donc c'est moi qui essaye aussi de rappeler que cette bande dessinée contient une vingtaine de ses dessins et dès contient lors qu'on ses la textes. lit, on comprend. Voilà, c'est ça. Mais je répète. Et pour ce qui est de la réception, au maximum, je traduis les articles qui sortent à Reynaldo, je lui parle de tout ce qui se passe. Je lui ai fait un très très long mail sur Angoulême, là, c'était assez génial. Il m'a écrit. Enfin, j'ai reçu le mail aujourd'hui, c'est un mail qui date d'il y a 3 jours, mais il a reçu il y a quelques jours une lettre de quelqu'un qui a lu Perpendiculaire au soleil et qui lui a écrit. Et ça commence à venir aussi, il commence à y avoir des contacts de gens qui osent du coup rentrer en contact avec lui grâce à cette bande dessinée. Donc c'est assez cool. L'autre jour, il y a un slammer qui a fait une chanson sur Reynaldo. J'ai pas pu lui envoyer la chanson, mais je lui ai traduit les paroles et j'ai envoyé en revanche l'original à la mère de Reynaldo. Et des petites choses comme ça arrivent et c'est un soutien qui fait beaucoup de bien. Après, faut bien se l'avouer, pour l'instant, c'est français. Et je pense que ça lui fait très plaisir, mais il y a aussi le fait que ce soit de l'autre côté de l'Atlantique qui met une certaine distance.
et c'est normal, mais j'aimerais bien qu'un jour ce livre puisse exister dans son pays et avec ses mots, et pas ma traduction, ses mots. Perpendiculaire au soleil, c'est son expression. Là encore, comme son nom pouvait pas être sur la couverture, le titre est une expression à lui. Enfin, la traduction littérale d'une expression à lui. C'est pas une expression anglaise consacrée, c'est vraiment un truc un peu bizarre à lui, d'ailleurs, qui quand on l'analyse, a pas forcément beaucoup de sens logique, mais que je trouve très beau. Alors, c'est la seule coquetterie que j'ai, parce que quand on me demande de raconter l'album, je raconte tout, je considère pas qu'on puisse divulgacher cet album, mais ma seule coquetterie, c'est de pas expliquer Perpendiculaire au soleil, pour ceux qui l'ont pas encore lu. Et vous faites bien. J'aimerais juste qu'on revienne sur les dessins, parce que vous expliquez les différentes techniques, et je le disais, il y a beaucoup de trouvailles graphiques. Vous le racontiez un petit peu encore en disant que votre éditeur, parfois vous disiez juste cette séquence peut être peut-être avant celle-ci. Comment est-ce que très concrètement vous avez travaillé? Est-ce que ça veut dire que tous les dessins qu'on peut voir dans ce livre, ce sont des dessins, des gravures, qui sont réalisés complètement séparément, et qu'il y a tout un montage forcément, mais comment est-ce que vous, notamment, je pense à certains dessins où il y a vraiment de l'inventivité. Alors, j'en ai un en tête, mais qui est plutôt simple, alors qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus poussés. Mais par exemple, à un moment, vous dessinez et le bout de votre crayon est en train de dessiner Reynaldo, mais il y a beaucoup d'autres dessins beaucoup plus parlants que celui que l'exemple que je viens de donner. Mais à quel moment, dans quelles conditions est-ce que vous vous mettiez? Est-ce que justement ils sont venus complètement séparément, ces dessins-là? Est-ce que c'était justement des visions, des choses qui arrivaient et qui finalement étaient justement plus loin dans le récit? Comment est-ce que vous avez laissé complètement libre cours à ces images qui venaient, en faisant confiance, en ayant confiance dans le fait que tout allait être assemblé et que tout allait faire sens une fois que ce serait assemblé? Alors, il y a plusieurs choses. Donc, en effet, il n'y avait pas de scénario complet ou de chemin de fer complet pour cette bande dessinée. Ça a fonctionné, en fait, chapitre par chapitre. La bande dessinée contient, je sais pas combien de chapitres. Beaucoup. Qui font mettons, de 4 à 20 pages. Et en fait, j'ai fonctionné scène par scène. Et chaque scène forme un tout, presque. Et au fur et à mesure, il fallait faire une autre scène pour nuancer la scène précédente, des choses comme ça. Donc j'ai pensé chapitre par chapitre. Et ensuite, pour ce qui est des visions, en effet, je me suis pas arrêtée parce que au sein de notre correspondance avec Reynaldo, j'écris beaucoup au fil de la plume. Je laisse aller aussi des images, des métaphores, pas toujours forcément d'ailleurs super, parce que le char de l'État vogue sur un volcan, hein, mais je me suis dit qu'en image ce serait pareil, qu'il fallait pas se laisser, pas se bloquer et pas forcément chercher non plus à être réaliste. Comme je disais, il y a la moitié de l'album, c'est des scènes un peu rêvées. Ça veut pas dire qu'elles ont pas du sens, mais elles sont rêvées. Et donc ouais, je me suis laissée aller là-dessus. Et je crois que j'ai pas regretté. Je pense que ça fait partie de cette hyper subjectivité. Elle fait partie de l'intérêt de l'album. Complètement. Et j'évoquais les images, il y en a une notamment, et c'est après votre première visite, je crois, où justement on voit le crayon qui traverse une cassette audio, qui dessine le visage de Reynaldo, et en même temps toute la bande emmêlée. Quand je parlais des images, c'est que c'est vrai que c'est des images extrêmement parlantes, et justement qui sont au bord du rêve, du fantasme, et qui en même temps qui fait passer les émotions de manière extrêmement puissante. Et je trouve ça extrêmement fort de réussir à travers une image à d'un seul coup ressentir des émotions qui sont peut-être pas exactement celles que vous avez ressenties, parce qu'on lit chaque image avec son propre ressenti, sa propre expérience et ses propres ses propres projections, mais c'est vrai que au-delà de la force de votre correspondance, il y a vraiment la puissance d'évocation de toutes ces images. Merci. C'est pas du tout une question. Est-ce que vous avez des questions? Aussi, je voulais vous faire passer, j'ai rapporté 3 matrices, et si vous voulez, les avoir entre les mains, je trouve ça cool. Juste les laissez pas tomber parce que ça peut quand même se casser. Et en principe, je les ai bien désancrées, mais ne passez pas trop les doigts, je pense, sur le noir, parce que vous risquez de vous mettre quand même un peu de noir, mais ça tâche pas, quoi. Mais voilà, si jamais vous voulez les avoir, ouais, merci. Ça peut être cool.
Sachant que là j'ai apporté 3 bois, mais j'ai travaillé sur lino ou sur bois, justement, selon l'image que je voulais obtenir pour ce qui était des planches en taille d'épargne. Voilà. Et en attendant que vous ayez des questions à poser, peut-être justement parce que je vous demandais comment est-ce que Reynaldo recevait tout ce qui était dit, écrit à propos du livre. J'imagine aussi que ce livre vous a fait faire, vous, des rencontres ici en France extrêmement puissantes. Comment est-ce que vous avez vécu la sortie de ce livre et est-ce que vous pouvez partager avec nous peut-être certaines rencontres qui ont été particulièrement marquantes ? Il y a 2 sentiments contradictoires. Déjà, l'énorme chance que j'ai eue, parce que depuis que la bande dessinée est sortie, j'ai reçu beaucoup d'amour. Je pense que je peux le dire, ça fait kitsch, mais c'est vrai, j'ai reçu beaucoup d'amour, j'ai reçu beaucoup de retours positifs, j'ai reçu aussi, comme c'est autobiographique, les gens sont beaucoup venus me voir avec leurs propres histoires, parce que les gens osent partager dans ces cas-là, ce qui peut être à la fois très précieux et aussi parfois un petit peu difficile. J'ai pu rencontrer tout un tas de gens du monde de la bande dessinée pour qui j'ai une grande admiration aussi. Et après, il y a une minorité de messages un peu violents, et ça a beau être une minorité, parfois ça fait c'est un petit peu difficile à vivre, parce que surtout depuis qu'il y a eu le prix Fnac France Inter, je reçois une centaine de messages par semaine, un peu moins. Au tout début, c'était une centaine, maintenant un peu moins, mais parmi ces messages, il y a quelques messages très insultants, très violents. Je bloque immédiatement, mais parfois c'est un peu... c'est un petit peu dur. Ouais. Mais sinon, plein de rencontres trop bien. Enfin, je veux dire, rien qu'en festival, pouvoir signer à côté d'auteurs que j'admire ou des choses comme ça, ça a été absolument fou. Et puis, une super rencontre à laquelle vous avez assisté, c'est que au Livre sur la place de Nancy, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'auteur Khaled Miloudi, et vous avez animé cette super rencontre au Palais de Justice pour parler de la prison. Mais Khaled Miloudi est un auteur et un poète qui a passé plus de 20 ans en prison, peine cumulée pour différents braquages à main armée. Et aujourd'hui, il est en libération, mais il est en régime de semi-liberté, ce qui est une expression assez dure là en soi. Mais en tout cas, il est dehors et il continue, il écrit et il fait des interventions au milieu scolaire incroyables. Et en fait, il y a 10 jours, on a fait une intervention dans un lycée à Bobigny ensemble. Et donc ça, c'était vraiment une super chouette rencontre. Et pouvoir continuer, prolonger cette rencontre-là en faisant des animations dans des lycées, auprès des jeunes, des choses comme ça, c'est quelque chose d'hyper précieux et que j'aimerais continuer à nourrir le plus longtemps possible. Peut-être un mot, puisque on voit que les plaques tournent. Tout à l'heure, je vous demandais un petit peu... c'est bizarre comme... on coupera. Tout à l'heure, je vous demandais un petit peu les bandes dessinées avec lesquelles vous avez grandi et comment est-ce que vous avez su que c'était vers le dessin que vous vouliez vous tourner. Vous disiez que vous aviez été en stage aux éditions Delcourt. Peut-être un mot de ce qui s'est passé entre les deux. En tout cas, voilà, on voit que vous pratiquez différentes techniques, que vous aimez ça. D'ailleurs, celles et ceux qui vont participer à l'atelier à la suite de cette rencontre feront de la carte à gratter, je crois. Voilà. Comment est-ce que vous avez appris et comment est-ce que vous avez trouvé les techniques qui étaient celles avec lesquelles vous aviez envie de continuer? Alors moi j'ai été en études d'art, j'étais aux arts décoratifs à Paris en section images imprimées, donc gravure, sérigraphie, dessin. Et ensuite quand j'ai fait les fameuses études à Chicago, j'ai pu faire de la lithographie entre autres. Donc j'ai eu l'occasion de tester tout un tas de techniques, non seulement avec le matos adapté, mais en plus de ça, avec des techniciens d'atelier qui sont les gens les plus précieux de la Terre. Et je pourrais jamais leur dire assez merci. Les techniciens dans les écoles d'art, c'est généralement parmi les gens les plus méprisés, mais c'est les personnes les plus précieuses du monde. C'est incroyable. Pardon. Et la gravure sur bois, ça a été... évident parce que c'est pas si fréquent que ça de... La gravure sur bois, c'est ce qui est génial, c'est que c'est une technique pas très chère en fait. Ça coûte pas cher les plaques de médium et c'est une technique dans un sens assez humble, mais qui permet de faire une image reproductible de qualité et
Et donc c'est assez génial à faire. Et il y a aussi un truc, je pense, c'est que ça m'a aidé sur le plan du dessin parce que c'est une technique binaire. C'est noir ou c'est blanc. Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de d'ombré un peu maladroit et hésitant. Il faut choisir son trait et on ne revient pas en arrière une fois qu'on a gravé sa plaque. Donc ça m'a aussi forcé à avoir un dessin beaucoup plus décidé et du coup j'aime beaucoup ça. Et en plus de ça, j'admire plein de graveurs sur bois. Je parlais de Kat Kollwitz qui a fait pas mal de gravures sublimes, tout un tas aussi de graveurs d'Amérique du Sud, de graveurs communistes d'Amérique du Sud qui sont absolument géniaux. Moi, je pense toujours à Leopoldo Mendez, mais voilà, enfin, c'est trop de belles choses en gravure sur bois et je pense que c'est l'estampe, c'est l'avenir de l'image imprimée. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont des questions ? Ouais. En fait, c'est pas moi qui rentre dans sa psychologie, puisque c'est ses textes. Et du coup, je comptais pas faire une analyse, justement, psychologique, en effet, de ce qu'il me disait, parce que ça aurait été bizarre, et je crois pas que c'est ce qu'on fait quand on est ami avec quelqu'un. Ou alors, si on le fait, c'est pour aider la personne, mais pas forcément pour révéler ça, en effet, au grand public. L'important pour moi, c'était de me fonder sur ses mots à lui au maximum, quand c'était possible, en tout cas, et dans sa part du récit. Après, savoir si ça échappe au voyeurisme ou à quelque chose de malsain, c'est pas moi qui peux en juger, c'est les lecteurs en effet. Et peut-être que quand je relirai le livre, je me rendrai compte que j'aurais peut-être préféré pas mettre quelque chose ou rajouter au contraire plus de détails sur d'autres. Je sais pas. Mais si c'est votre opinion en tout cas sur mon livre, je vous en remercie. Ah d'accord, ok. Ça se trouve, vous allez détester, ça va être abominable, vous allez revenir me voir et vous allez m'envoyer un message affreux. En tout cas, je pense que le cœur de mon positionnement, c'est le fait de ne pas faire de ce livre une contre-enquête sur la culpabilité ou non de Reynaldo. Et je crois qu'il y a pas mal de personnes qui craignaient ça en ouvrant le livre, que ça devienne une espèce de brûlot pour défendre l'innocence de Reynaldo. Moi, je me prononce jamais sur son innocence ou sa culpabilité, tout simplement parce que j'ai pas plus d'informations que n'importe quelle personne qui a une connexion Internet. Et qui peut avoir accès au compte-rendu du procès. À partir de ce moment-là, mon opinion, elle n'a aucune importance et il n'y a aucun moyen dans le contexte du cas de Reynaldo pour moi de faire la vérité sur cette histoire ou d'apporter des éléments. Donc ça n'a jamais été ni au cœur de ma démarche d'engagement auprès de la CAT, ni au cœur de ce récit graphique, en effet. Non. Reynaldo est au courant du contenu de l'album, mais Reynaldo ne l'a pas eu entre les mains. J'ai envoyé un exemplaire à sa maman et j'ai envoyé un exemplaire à son avocate, mais Reynaldo n'a pas eu le livre entre les mains parce que la prison ne permet pas que ce livre entre à aucun moment. Menace à la sécurité, je vous dis. Et vous disiez mon ami, et c'est Reynaldo dans sa toute première lettre qui vous demande ce que signifie l'amitié pour vous. Ouais, il m'a envoyé un sujet de philo en deuxième lettre, c'était génial. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Dès que j'aurai la possibilité, actuellement je suis en procédure d'immigration pour retourner aux États-Unis pour aller m'installer au Texas, un endroit absolument merveilleux pour les abolitionnistes comme moi. Entre le Texas et la prison de Reynaldo, il y a 14 heures de route en voiture, ce qui est faisable. Donc je m'arrangerai dès que possible pour retourner le voir. Et vous allez vous installer là-bas dans le cadre de votre doctorat ou pas du tout ? De mon doctorat et de mon mariage. D'accord, de bonnes raisons. Merci beaucoup, Valentine. Merci à vous toutes et tous.